En tant que parents, on a des grands rêves pour nos enfants. On veut qu'ils accomplissent des exploits. On veut des grandes choses. Des grandes choses. On veut qu'ils soient heureux. Donc, pour ça, on mène un certain nombre d'actions. Par exemple, y compris d'aller en immigration, d'immigrer dans un autre pays, de voyager, de se sacrifier, de faire des sacrifices pour nos enfants. On se donne à fond pour eux. On les inscrit dans des activités, on paye le matériel scolaire, on se tue tous les soirs pour les devoirs. Parce qu'on veut qu'ils réussissent. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'on a beau s'impliquer pour nos enfants, à un moment donné, cet enfant lui-même doit pouvoir faire quelque chose pour que ça marche. Il faut qu'une partie du reste du chemin soit menée par l'enfant. Par exemple, pour qu'il y ait cette feuille sur laquelle on a mis 90% en notes, il faut que quelqu'un se soit assis quelque part, qu'il l'ait étudié. Cette matière. Il faut que quelqu'un soit assis quelque part, qu'il soit motivé. Il faut que quelqu'un se soit assis quelque part, que ce soit éloigné des médias sociaux, qu'il soit concentré sur son travail. C'est qui cette personne? C'est l'enfant. C'est pas vous. Vous allez mettre votre téléphone de côté, mais c'est pas son téléphone, c'est votre téléphone. Vous allez vous motiver, travailler, penser l'avenir, mais c'est pas lui qui pense, c'est vous. Donc, il y a une partie qui nous revient et pour ça, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que ça coince. Le passé, c'est pas seulement de l'histoire. C'est cette énergie qui nous permet d'avancer. Sans protocole, sans flafla, aujourd'hui, je vais recevoir Dr Gervais et on va parler surtout de l'éducation. L'éducation de nos enfants commence d'abord dans les écoles, dans les familles et dans tout ça, il y a le rôle des parents, il y a la responsabilité de l'enfant, mais il y a tout le système qu'il y a autour. Si on veut bâtir une communauté forte, ça doit commencer déjà par nos enfants. Alors pour ça, on n'est pas les demain mortes, on va prendre des gens qui sont dans le domaine, qui sont confrontés à des réalités et qui sont prêts aujourd'hui non seulement à apporter leur expertise, mais qui font déjà, qui ont des preuves, qui arrivent à donner à des enfants ces futurs champions un élan nécessaire qui leur permet d'améliorer non seulement leur estime d'eux-mêmes et à commencer vraiment à déployer tout le potentiel qui est en eux. Voilà, donc ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui Dr Gervais que je reçois, Dr Gervais Kamga. Bonjour docteur. Bonjour Dorf, merci pour l'opportunité que tu m'offres de parler de ce thème, ce qui me tient à cœur, l'éducation des enfants, l'éducation des familles aussi, parce que tu l'as dit, c'est les enfants, c'est l'avenir, et puis ils sont aussi pris un peu entre l'école, la maison, et au cœur de ça, on a les parents qui sont les acteurs majeurs. C'était un plaisir pour moi aujourd'hui de discuter de ça. C'était un thème majeur, c'est un thème important pour notre société. C'est l'avenir de notre société, nos enfants, parce que nous, quand on va partir, c'est nos enfants qui prendront la relève. Si on veut s'assurer, si on veut avoir un monde qui est meilleur demain, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde, je ne veux pas les citer ici, ça prend d'avoir des enfants qui sont prêts. Ça prend d'avoir des enfants qui sont aptes, qui sont armés, qui ont les outils, et c'est nous qui avons cette responsabilité de pouvoir leur transmettre cela. Et notre rôle aussi, de transmettre cela. C'est pas s'il faut que je me présente. Ben, c'est ça, docteur, donc c'est ça. Parce que, docteur, j'avais un petit peu la question, mais docteur est docteur de quoi? Est-ce que tu dois te présenter, puis nous dire que tu es docteur? C'est-à-dire, ton doctorat, tu l'as fait dans quel domaine? Tu sais, on veut savoir ça déjà. Et puis, si tu peux, moi, je prends note habituellement parce que c'est des choses qui m'enrichissent aussi. Et puis, il y a des choses que j'aimerais savoir, là, parce que ceux qui nous écoutent, on parle d'enfants aujourd'hui. Mais on va voir qu'il y a quelque chose qui a motivé ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà pour qu'on te découvre et puis on va aller dans le plat, là, comme je dis, sans protocole, sans flafla. Là, on est là pour se dire les vraies affaires. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on va pas commencer à porter des masques. On veut des choses authentiques. Et comme tu as promis de nous dire tout, sans protocole, sans flafla. Alors, on a hâte, là, de découvrir avec toi. Donc, présente-toi déjà pour que nous de savoir à qui on a fait et puis on va attaquer dedans, là. Ok, donc merci encore. Donc je suis docteur Gervais Kamga. J'ai eu mon doctorat à l'Institut national de la recherche scientifique du Canada, un doctorat avec mention excellente d'ailleurs, dans le domaine des télécoms. Ah, donc un docteur en télécom là. Télécommunications. Ok, d'accord. Ah nous enfants, éducation, docteur, on s'est dit c'est un docteur peut-être dans le domaine éducatif. Ok, parfait. Oui, justement, donc c'est sûr que le domaine de l'éducation, c'est un domaine qui est différent de ce que j'ai fait en télécom. Mais moi, j'ai suivi ma passion. Il y a une cause que je porte, la cause des familles, la cause des jeunes, la cause des enfants. Aujourd'hui, si on prend juste un exemple au niveau des distorsions, un enfant qui naît aujourd'hui en 2025 ou depuis les années passées,
il est entouré de tellement de distorsions, il a plus de chances de se perdre, entre guillemets, qu'un enfant qui est né en 1998, un enfant qui est né en 1980, par exemple, où à l'époque, on n'avait pas beaucoup de distorsions. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'éduquer les enfants. Tu as beau protéger ton enfant, le protéger, lui donner des conseils, mais il est exposé avec les médias sociaux et ainsi de suite. Donc, voilà. Et mais en commençant même par l'adulte, c'est un gros défi aujourd'hui de rester concentré sur quelque chose. Mais docteur, moi, ce qui m'intéresse surtout, je pense qu'il y a des personnes qui pensent comme moi, qui attendent. Parce que moi, j'ai essayé de m'intéresser à ton histoire. Même pas essayer, j'ai fouillé, là, puis c'est ça. Dis-nous. Tu es parti du Cameroun, hein? Et apparemment, ça n'a pas été facile pour toi. Cette vérité, parce que sans protocole, sans flafla, faut peut-être la révéler parce qu'on va peut-être comprendre derrière ça. Pourquoi est-ce que tu es dans l'éducation? Parce que tu es quand même docteur en télécom. Tu sais, c'est pas docteur en télécom de mon village, là. Bon, j'exagère un peu, là. Un docteur, soit un docteur, mais c'est quand même à l'Institut de recherche du Canada, là. Ça veut dire que potentiellement, t'aurais de quoi aller prendre. Tu comprends ce que je veux dire en termes de retombées salariales quand on quitte l'Afrique pour venir au Canada? Hey, c'est pas pour des peanuts, là. On vient pas pour regarder la neige, là. C'est parce qu'on vient pour faire des twins, là. Puis pourquoi toi, tu quittes ton histoire de docteur en télécom à l'Institut de recherche du Canada pour aller te chercher à t'occuper des enfants, là, genre, on va voir si les enfants vont réussir ou pas réussir. Tu comprends? Oui, absolument. Fait que, commençons d'abord par ton départ du Cameroun. Okay. Je sais que du Cameroun, déjà, pour arriver ici, dans ton histoire, apparemment, c'était une affaire un peu galère, là. C'est-à-dire, quand on dit galère, là, c'était de l'extrême galère. Au passage, quand j'ai lu cette histoire, j'ai failli pleurer un peu parce que j'ai retrouvé un bout de moi dedans. Est-ce que tu peux donner la chance de découvrir cette partie-là? Ok. Si tu le permets, je vais juste dire 2 mots sur ce qu'on fait au quotidien. Vas-y. Donc, moi, je suis la tête de l'entreprise qui s'appelle Move to Top, qui aide les jeunes, qui accompagne les jeunes pour faire d'eux des champions. En gros, on vient dans des familles, on a des enjeux, les familles qui ont du mal, les parents qui ont du mal à amener leurs enfants à travailler, les parents qui ont du mal à ce que les enfants travaillent sans qu'on le répète tout le temps, qui n'ont pas, par exemple, de motivation, qui sont pas organisés, qui sont pas autonomes, qui ont des enjeux, il y en a qui étudient beaucoup, sans faire un peu en classe. Donc, nous, on vient et on regarde ensemble avec les parents les outils qu'on peut leur donner, eux parents, pour déjà amener les enfants à s'aligner sur leur vision de ce qu'ils veulent faire, que les enfants puissent faire davantage ce que les parents demandent, par exemple. Bien sûr, on accompagne aussi le parent pour qu'il ne demande pas, on va dire, une protocole de force. Ouais. Et puis, le parent a besoin de coaching aussi, là. Bon, besoin d'aider, hein. Oui, c'est vrai, il y a des parents qui malheureusement n'ont pas les outils. On hérite souvent de ce qu'on a reçu de nos parents à nous, et beaucoup de parents, parfois, n'ont pas les outils. Mm-hmm. Il a l'enfant qui est là, qui fait des crises, qui n'étudie pas, qui ne travaille pas, et lui ne sait pas ce qu'il peut faire. Lui, parfois, tout ce qu'il a reçu, c'est la chicotte, c'est le fouet, c'est les cris, et c'est tout ce qu'il a. Alors nous, on vient, on essaie de leur montrer autre chose, qui fonctionne très bien d'ailleurs, et on accompagne aussi les jeunes. Dans notre programme d'accompagnement, on les amène vraiment à être organisés, autonomes, structurés, avoir des bonnes techniques d'apprentissage. On fait un très grand travail sur eux, sur les enfants. Ça les amène à avoir des succès absolument extraordinaires. On a des histoires d'enfants qui avaient de mauvaises notes en classe, des 4 sur 20, qui voulaient abandonner l'école, qui aujourd'hui sont heureux, épanouis, avec de très bonnes notes, de 90%. Nous, quand on arrive, on se donne c'est un nombre de temps, c'est un nombre de 45 jours, on va dire, un mois, 2 mois. Un temps suffisant pour pouvoir évaluer les... Absolument, on évalue la situation, on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de mettre les mots sur ça. Est-ce que c'est une forme de motivation? Est-ce que c'est une forme de confiance en soi? Est-ce que c'est de l'estime de soi? Et puis, on a nos outils à nous sur notre plateforme pour amener les enfants à vraiment se transformer, travailler mieux, avoir de meilleures habitudes et avoir de bons résultats scolaires, et même à travailler un mindset qui va les amener à être des vrais champions dans la vie. En préparation, on va dire. Absolument, parce que l'école n'est qu'une phase de la vie de l'homme. Quand tu termines tes études, la vie ne fait que commencer. Alors, comment tu t'en sors dans le monde du travail? Comment tu fais pour, par exemple, lancer ton entreprise? Comment tu fais pour résister aux difficultés de la vraie vie? On prépare les enfants à ça aussi. On peut aussi être des bons parents demain. C'est ça. Alors, si vous avez compris, docteur est en train de présenter le programme Move to Top qu'il a conçu. Ça fait combien de temps ça existe déjà? Le programme Move to Top a commencé justement là, je vais te raconter l'histoire. Donc en 2015, je fais un constat, j'étais en doctorat, je venais de commencer mon doctorat, et j'avais eu beaucoup de mal au début, c'était vraiment difficile, et j'ai finalement réussi à trouver la façon de faire, la façon de dire... Docteur, si tu permets, là on est au doctorat, mais avant d'arriver au Canada, il y a quand même quelque chose là. Pour moi, ça c'est important parce que c'est qui va aller motiver ce choix, on va voir que c'est pas fortuit. En tout cas, moi, dans l'histoire, je vois que, tu pars d'un quartier défavorisé au Cameroun, au point où, c'est un peu terrible, là, où même, avoir le repas quotidien, c'était dur, et t'étais obligé d'aller quelquefois
Fouiller. Aller fouiller dans les poubelles, tu sais. Ça me touche, là, tu sais. On parle de poubelle, là. Tu sais, une poubelle, c'est une poubelle. Dès l'instant, il y en a qui ont mangé, qui ont jeté le détritus. Et que tu vas fouiller dedans pour essayer de compléter ce qu'il y a dans la bedaine, là. C'est quelque chose, là. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là avant qu'on arrive au Canada? OK. C'est sûr que ça, c'est que aussi ma grand-mère qui m'a élevé en temps ça, elle va être un petit peu, comme secouée parce que ça, c'est quelque chose que les gens n'ont jamais su, d'ailleurs. Parce qu'à la maison, j'ai vécu chez ma grand-mère, dès l'âge de 4 ans. Puis, elle m'a élevé, jusqu'à ce que je quitte le Cameroun. Et j'ai vécu dans un quartier, Et tu étais seul chez la grand-mère? j'étais le seul enfant permanent. Donc, d'autres enfants venaient pour des vacances. OK, puis on partait. Mais j'étais vraiment le seul qui est resté tout le long de 4 ans jusqu'à, je dirais, 17 ans à peu près, quand je quitte de Cameroun. Alors, sur la grand-mère, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais la poubelle, qu'est-ce que je m'en allais chercher là-dedans? Je m'en allais chercher, pardon. À la maison, on mangeait pas les affaires comme la viande, du poisson, les œufs, les choses comme ça. C'était du luxe, tu vois. Alors, du coup, parfois, on avait des petites fêtes à côté, des deuils, des cérémonies, et puis les gens, ils faisaient leurs affaires, ils jetaient dans les poubelles, puis nous, on pourrait aller ramasser pour manger. Pour ramasser, parce que c'était parfois les seules occasions où on mangeait vraiment de la viande, là, à se dire, ah, j'ai mangé de la viande aujourd'hui. Et moi, j'ai grandi dans un quartier très défavorisé. Un quartier où il n'y avait pas la base. La base, c'est l'eau potable. Tu n'avais pas d'eau potable vraiment. Et même l'eau du robinet était parfois sale. Tu ouvres l'eau du robinet, puis c'est dégueulasse. Tu peux pas boire. C'est contaminé. Parfois, faut aller puiser l'eau à la rivière ou au marigot, là, c'est peut-être mieux que l'eau du robinet. Bon, je rentrais pas dans les détails de qui gérait ça. Mais les systèmes de soins. T'es dans un village, un quartier où le prochain hôpital est hyper loin, et puis tu payes pour te faire soigner. Parfois, t'as pas l'argent pour te faire soigner. Il faut qu'il y a beaucoup qui mourraient dans les maisons. L'école où j'ai commencé mes études, c'était une école avec des salles de classe terribles. Les murs, il y a des trous partout dans le mur. C'était en Vanco, j'imagine? Oui, c'était un peu de tout. Il y avait parfois des gens ont pris des parpaings, parfois mal faits. Ouais, c'est du racolage au fur et à mesure. Là. Voilà, des briques, parfois des morceaux de briques dans de la terre cuite de la terre quand les gens ont moulé là, puis ils ont placé. Parfois, les murs sont tombés, le mur a complètement cédé. On avait notre vie parfois était en danger. C'est-à-dire que tu es dans une salle de classe, il y a 2-3 murs qui ont cédé, d'autres sont prêts de céder, mais vous êtes là, vous êtes assis en train d'étudier. Le toit, parfois, il n'y a pas de toit sur nos têtes. On recevait de la pluie, du soleil, des mouches, des insectes, les rats, les guêpes. C'était horrible. C'était vraiment l'horreur. Il fallait être vraiment courageux pour aller à l'école. Ici, par exemple, quand je vois dans notre programme, par exemple, on le dit beaucoup à les jeunes qui sont ici au Canada, on dit, mais vous êtes vraiment chanceux, parce que moi, si j'avais eu les mêmes conditions que toi, je sais pas, peut-être que j'aurais eu beaucoup plus que ce que j'ai aujourd'hui. Vous êtes hyper chanceux. Parce que ça va aller jouer dans la capacité de rêver, là. Tu vas à l'école dans le but d'apprendre des choses pour potentiellement, aspirer à un meilleur avenir, changer ta vie, apporter quelque chose, même pour la communauté, mais là où tu vas apprendre, tu peux pas être créatif, là. Tu peux pas être créatif. Oui. Chez nous, il y a une expression qui dit, c'est le ventre qui porte la tête. Comme pour dire que quand t'as faim, ton cerveau ne fonctionne pas bien. C'est normal, c'est vrai. Même biologiquement parlant, quand t'as un enfant qui va à l'école qui a faim, comment va-t-il étudier? Même ici, au Québec, on a des enjeux comme ça, des enfants qui vont à l'école, la société, en tant que société, se bat énormément pour que des enfants aient à manger à l'école. Qu'on se bat pour que des enfants n'aillent pas à l'école en ayant faim. Mais nous, c'était notre quotidien. Notre quotidien. Parfois, tu vas à l'école, là, t'as pas vraiment de quoi manger dans ta poche, ou parfois, tu amènes de quoi manger à l'école, et puis tu te le fais arracher dans la cour de récréation, parce que les gens ont faim. Les gens ont faim. Et on étudie dans ces conditions-là. C'est-à-dire que tu as un enfant qui va venir, qui va s'asseoir sur un banc. Tu crées ce genre de conditions ici en Occident, au Canada, on va t'accuser au criminel de torture. Littéralement. Parce que je dis pas que c'était de la torture là-bas. Les gens, c'est ça qu'ils avaient comme moyen. Mais je dis, dans l'esprit d'ici, là, c'est impossible à imaginer. Et nous, on était là. En fait, ça peut pas imaginer l'ampleur, là, tout à fait. de l'aspect rudimentaire, là, de cet environnement, là. Les bancs cassés. C'est-à-dire que le banc est tordu. Quand l'enfant est assis dessus, t'as le dos qui est plié dans un sens, puis pour travailler, t'as des positions là qui te ruinent le dos, qui te ruinent la colonne vertébrale. T'avais quand même envie d'aller à l'école, t'avais la chicotte derrière si tu vas pas à l'école, ou c'était quoi le truc? Les choses comme ça, mais ça n'empêchait pas que beaucoup d'enfants aussi abandonnaient l'école. Beaucoup d'enfants quittaient l'école parce que c'était trop dur. Beaucoup d'enfants échouaient, pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce que les conditions étaient beaucoup trop difficiles de supporter. Alors justement, dans ces conditions-là, rêver
tu ne te permets pas de rêver. Parce que ton rêve au prochain repas, c'est quand j'ai le prochain repas où c'est quand il va y avoir la petite fête à côté pour qu'on aille enfin aller laper les morceaux de quelque chose jeté dans une poubelle, là. Oui, justement. Donc, je pense que c'est l'échelle de Maslow. L'échelle de Maslow, tu as les besoins de base à satisfaire chez l'enfant. Il ne veut pas rêver. Excuse-moi, docteur. Justement, et c'est ça qui m'a amené finalement à lancer Mfutop, ma compagnie, pour accompagner les jeunes. Ce que j'ai eu la chance. Oui, si tu permets. Là, au Cameroun, on a vu que c'est terrible. Mais tu fais comment pour arriver au Canada? Ok, justement. Alors, j'ai vécu à ma grand-mère, j'étais entouré de ma grand-mère, quelques oncles, et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, et qui aujourd'hui est au cœur de notre programme. L'accompagnement d'un enfant. Ça fait une méchante différence dans sa vie. Parce que moi, malgré ces conditions, ma grand-mère, qui a été la personne qui a joué le plus grand rôle dans ma vie, elle me rappelait constamment que rien n'est impossible. Et tu sais quel genre d'exemple elle me prenait? Elle me prenait des exemples de ministres, des exemples de grands chefs d'entreprise. Mais déjà, même toi, en tant qu'enfant, tu dis, mais comment elle peut me prendre des exemples comme ça, me disant que je peux devenir comme lui? Il est où le chemin? Pendant que le repas du jour n'a pas été évident. Parce que parfois, tu te dis, ok, mes parents ont les moyens, j'ai l'école pour le faire, j'ai le matériel scolaire. En fait, t'as pas le matériel scolaire, t'as pas tout, mais on te fait comprendre que t'es capable de rêver. Et une anecdote, moi, quand je voyais des avions passer dans l'air, tellement qu'elle m'a inculqué ma capacité à aller au-delà de ce qui est possible, je me disais, cet avion, je savais que c'est un avion parce que je voyais la forme, ça ressemblait à ce qu'on avait dans les livres, je me disais, ça, un jour, je vais rentrer dans cet avion-là. Et un jour, je vais en posséder un pour moi. Ça, c'est un enfant qui n'a pas à manger. C'est ça. Qui a du mal à écouter en classe parce qu'il a faim. Mais il rêve d'arriver au sommet. Ça, c'est la force de ce qu'on appelle l'accompagnement bien indiqué, bien fait, bien dosé d'un enfant. Et c'est ça qui est au cœur de notre programme aujourd'hui parce que quand tu prends un enfant, si tu l'accompagnes bien, tu mets dans un bon environnement qui l'inspire, qui le soutient, qui le motive, qui l'accompagne, tu vas faire de lui un champion. Il n'y a rien à faire. D'accord. Mais docteur, t'es pas encore arrivé au Canada, hein. C'est que la grand-mère, on comprend que c'est dur. Mais la grand-mère, certainement, beaucoup d'expérience, d'ouverture, te dit, regarde, mon petit, ce que je peux t'offrir, c'est ce qui est là. Parfait. Les autres, je peux pas autrement, mais, tu peux devenir béni, c'est possible. Et toi, tu finis par prendre ça au bon, et puis tu te permets de rêver dessus. Tu vois un avion, tu dis, ça, je pourrais un jour monter dedans. Mais peut-être même que je pourrais en posséder un. C'est que là, on laisse l'enfant maintenant commencer à créer un monde imaginaire à lui. Absolument. Mais on n'est pas encore arrivé au Canada. OK. Alors, le Canada, donc, fort de cette force, on va dire comme ça, si je fais de la tautologie, fort de cette puissance-là donnée par ma grand-mère, j'ai toujours été un enfant qui travaillait très fort, travaillait très dur, organisé, structuré. Et à la fin de mes études de secondaire, j'ai obtenu une bourse d'études. OK. Donc, j'ai participé à un concours national de mathématiques au Cameroun, dans mon pays. J'ai été sélectionné parmi 4 élèves qui sont allés représenter le Cameroun, mon pays, dans un tournoi international de mathématiques au Sénégal en 2006. On parle de tout le Cameroun, là, tout le pays, là. Tout le Cameroun. OK, mais ça, docteur, il faut le dire. Parce que là, non, mais c'est vrai, c'est important, là. Tu vois? Parce que c'est pas arrivé juste en faisant juste ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire juste avoir la note de passage. Non. OK? Parce que pour aller avec ce rêve, ça te prenait quelque chose de plus grand. De rêver plus grand, de rêver en puissance et constamment. Oui. Et donc, de mettre tout ton dévolu à faire partie des 4 premiers étudiants dans tout un pays à être sélectionné. Et ça, c'est un game changer. Ça, non, mais oui, c'était tout un exploit quand même, je veux dire. Ah oui. C'est ça, parce que justement, cette force m'amenait à surmonter la faim, surmonter les difficultés, surmonter l'électricité. Il n'y en a pas d'électricité. Parfois, tu étudies avec la lampe, tu fais mal aux yeux. Et mon rêve était tellement fort que je ne ressentais même plus les douleurs de tout ça. Les difficultés scolaires et tout ça de suite. Je voulais juste... Parce que t'avais un rêve, là, quelque chose qui t'allumait, non? Absolument. OK. Je rêvais de toutes sortes de choses. Je voulais être astronaute, je voulais être ci, je voulais être ça, je voulais être scientifique. Et c'est ça qui m'animait. Donc, je participe aux Olympiades panafricaines de mathématiques niveau Cameroun national et je suis sélectionné parmi 4 élèves. On représente mon pays dans un tournoi international de mathématiques au Sénégal en 2006. Au Sénégal, d'accord. Oui.
Et au niveau au Sénégal... Mais déjà, on se fait démarquer par son excellent travail. Absolument. OK. Et au Sénégal, ils nous proposent d'avoir des bourses d'études pour aller étudier au Maroc. Donc ça, je me retrouve au Maroc en 2006, là-bas, mais animé par la même haine, la même fougue, la même détermination, les mêmes grands rêves. J'ai eu beaucoup d'échecs aussi au Maroc quand je suis arrivé, il faut le dire, parce que j'arrive en retard dans le programme. Bon, ceux qui veulent nous envoyer au Maroc ne se sont pas très bien organisés, on m'a dit, et puis on se retrouve au Maroc en retard dans le programme. Il fallait rattraper ce retard. Pour la première fois, j'ai eu des notes de 1 sur 20, 2 sur 20 en mathématiques. Ah, ça doit être terrible, ça. 2 sur 20, ça. Il y a de quoi démolir moral, là. Oui, quelqu'un qui vient de représenter son pays dans un tournoi international de mathématiques. Ouais, est-ce qu'il commence par 2 sur 20? Ça, c'est un méchant coup, ça. Absolument. Comment t'as géré ça? Est-ce que tu t'es dit, oh boy, c'est-tu les sorciers de mon village qui ont fait une réunion? Non, je suis allé au fond de moi. OK. Et je me suis rappelé les formules que j'ai toujours utilisées. Tu sais, l'échec, parfois est nécessaire. L'échec n'est pas la fin du monde. Ça te fouettait pour dire, oh, hey, c'est pas un acquis, là. C'est bien ça. Absolument. Dans ton cas. Absolument. Okay. Et même dans notre programme, ça va enseigner aux enfants. Quand tu as un échec dans une matière, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut juste dire qu'au moment où on t'a donné cet examen, tu n'étais pas prêt. Pour X ou Y raison. Par exemple, moi, dans mon cas, on pouvait dire que c'était le retard, mais là encore, on entraîne nos jeunes à refuser des excuses. Dire, OK, c'est à cause de mon retard, donc ça va, je ne fais rien. Non, non, non. C'est ma faute aussi, parce que je peux renverser la situation. Donc, je me suis juste remis au travail. J'ai puisé au fond de moi les ressources, bien sûr, c'était difficile. Tu es dans un pays différent, tu es dans un pays où la couleur de peau, c'est différent, la langue, c'est différent. Les gens parlent arabe, toi tu parles français. Bon, le Maroc aussi, les gens parlent français, évidemment. La religion, c'est différent. Tu es loin de ta famille, et ainsi de suite. T'es loin, t'es à peine pas encore majeur. Puis c'est difficile. Donc, je suis allé plusieurs fois de moi. J'ai juste mis en place des stratégies qu'on enseigne, de concentration, organisation, stratégie. Puis j'ai poussé. Puis j'ai fini, au Maroc aussi, j'ai réalisé beaucoup d'exploits. J'ai été le président des étudiants camerounais au Maroc à un moment donné. Okay. J'ai remporté le concours national de l'innovation en 2010, le concours national de l'innovation et de design en 2010, pardon, et le concours national de l'innovation en 2011. Au Maroc, toujours au Maroc? Au Maroc, oui. OK. Et là aussi, les gens ont beaucoup plus... Mais je suis curieux de savoir, là, de ton 2 sur 2. T'as dit 2, hein? Oui. Ah, je me retrouve dans le 2 aussi, parce que quelque part dans ma vie, à un moment donné, il y a un 2 qui m'a fouetté, là. Mais quand t'as eu le 2, qu'est-ce que, bon, je comprends que tu arrives au fond de toi, mais comment est-ce que tu as remonté la pente? Ça dit, quand tu as commencé à remonter la pente, c'était quoi la stratégie? Et puis, finalement, je sais pas, tu sais, Okay. Alors, quand j'obtiens ce 2 sur 20, et c'était pas la seule note. J'ai eu un examen en mathématiques où ma note était tellement mauvaise que l'enseignant a refusé de me communiquer la note. Ah non, c'est 0, alors, parce qu'il n'y a pas mauvais que mauvais, hein. Ouais. J'imagine qu'il voulait pas me traumatiser. Ouais. Alors, quand je replonge là-dedans, je reçois ma note, je suis d'abord déçu. Je suis un humain. J'ai beau être hyper motivé, j'ai beau être déterminé. À un moment donné, ouais. C'est une grosse claque. C'est une grosse gifle. En tant que major, là, de ton pays, là, hein? Et l'autre dimension ajoutée à ça, c'est que lorsqu'on arrive au Maroc, on était un peu comme les représentants de leur pays. Parce que le Maroc, c'est un pays où beaucoup d'étudiants de plusieurs pays d'Afrique se retrouvent pour étudier. Et moi, j'étais dans les classes préparatoires des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est un peu l'élite. Donc, toi, tu es d'abord dans l'élite au niveau supérieur. Tu viens de l'élite. Tu as représenté ton pays dans un tournoi de mathématiques. Mais tu te ramasses des notes comme ça. C'est un peu une honte parce que dans toute l'école, on dit, lui, le Camerounais, le gars du Cameroun, là, il a eu 2 sur 20 en maths. Il y a cette dimension qui est compliquée. Donc, tu rentres dans ta chambre. Moi, je rentre dans ma chambre, je regarde mes feuilles, plusieurs feuilles. Je suis déçu. Je suis dévasté. Je pleure même. L'envie un peu d'abandonner aussi arrive. Hein. Okay. Puis, on se laisse aller. Il faut pas combattre la douleur. Faut se laisser aller. Il faut dire, OK, j'ai mal, c'est correct, je vais avoir mal. Je me suis mis, mais très rapidement, c'est ça la clé. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour que ça change? Quelle est la petite action que je peux mettre en place demain matin? Qu'est-ce que je peux faire de différent demain en arrivant en classe pour que cette situation change? Parce que le résultat que j'ai dans ma feuille d'examen, c'est un ensemble de beaucoup de choses.
Est-ce que je n'écoute pas bien en classe? Est-ce que je suis assis à la mauvaise place? Est-ce que je ne pose pas assez de questions quand je n'ai pas compris? Est-ce que, en mon retour à la maison, je n'étudie pas de la bonne façon? Donc, j'ai vraiment décidé de refaire dans ma tête le parcours depuis que je m'assois en classe jusqu'à ce que j'obtienne cette feuille. Et là, tu l'as fait naturellement toi-même? Oui. OK. Juste en ayant, aujourd'hui, je peux expliquer ça même à un enfant, j'explique un peu le modèle, mais c'est qu'à force de répéter ce genre de choses dans ma vie, parce que j'ai quand même aussi quelqu'un qui s'est impliqué dans beaucoup de projets, et ça aussi qui est très important. Il y a même une vidéo sur YouTube, sur Facebook, où a été virale, a été partagée par presque 600 000, a été vue presque 600 000 vues là-dessus, où je dis que les enfants qui font des tâches ménagères sont des enfants qui ont un avenir meilleur par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce que quand tu es un enfant qui essaye beaucoup de choses, tu as beaucoup de micro-échecs. Et il pensait que, par exemple, il descend au sous-sol, il pensait que les deux peut-être étaient déjà en haut placés, il venait pour se reposer. Il arrive, il trouve que c'est encore là. C'est comme un échec. Donc, il faut qu'il remonte, il avance la vie. Il faut qu'il combatte le désir de ne plus faire. Il faut qu'il combatte la paresse. Et donc, je me suis impliqué dans beaucoup de projets et ça m'a appris aussi à combattre les mini-échecs au quotidien, ainsi de suite. Et donc, c'est ça que j'ai mis en place. OK. Comment je fais pour renverser cet échec-là? C'est ça. Et je me suis mis sur le chemin pour juste faire ça. Donc, j'ai commencé à corriger de petites choses. Ma manière de m'asseoir en classe. Ma manière de poser les questions en classe. Ma manière de parler au professeur. Ma manière de réviser. Ma manière de poser les questions. Parce que même dans la vie, et ça aussi, ça concerne les adultes, quand vous avez des problèmes, il y a deux manières d'agir. Soit tu te concentres sur le problème et ça va te dévaster davantage. Soit tu te poses la question, bien sûr, on est des humains, ça te fait mal la douleur. Une fois que la douleur est passée, elle ne passe pas forcément, mais une fois que la grosse forme de douleur est passée, quand ça s'est estompé, seulement, tu dois te demander, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Si tu ne peux plus la changer parce que c'est déjà passé, la question c'est, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ce soit différent? Et là, en fait, tu prends ta place dans le processus, en fait. Définitivement. Tu joues ton rôle dedans. Absolument. Il faut endosser la responsabilité. C'est très facile de dire, l'enseignant n'explique pas bien. C'est mon collègue qui n'est pas bon. C'est mon patron qui me donne des mauvaises tâches. Ce sont les collègues qui me détestent. C'est le travail qui est trop dur. C'est la météo qui n'est pas favorable. Ce transport en commun qui est compliqué. C'est vrai. Il y a toujours, on n'est jamais à 100% responsable. Mais c'est pas vrai aussi qu'on est à 0%. Il faut se dédouaner, là, absolument. Quelle est la partie que toi, tu peux changer pour que ça change? Et tu te concentres vraiment sur cette partie-là. D'accord. Donc, définitivement, cette habileté que tu as, cette capacité de pouvoir prendre ta place dans le processus fait que tu prends d'abord la vague en pleine face. Tu descends, et puis tu dis non, mais je veux pas rester là. Qu'est-ce que moi je fais? Puis tu commences à remonter les éléments, les uns après les autres. Absolument. Et progressivement, tu commences à le laisser là-bas, tu le laisses là-bas. Et tu t'impliques maintenant dans la communauté. On est au Sénégal, on est au Maroc, maintenant on quitte le Sénégal, on est au Maroc. Oui, quel monde au Canada? Alors, donc, ce processus m'amène donc à rapporter plein de, plusieurs, justement, donc, je renverse d'abord la tendance. Donc, tu restes dans un environnement de compétition, en fait. Absolument. Donc, finalement, tu évolues de compétition en compétition en frayant ton chemin. Oui. Donc, tu te bats parce que ça prend la discussion d'esprit, puis il faut donner des résultats. Finalement, tu es évalué par tes résultats comme étant toujours excellent. Voilà. Et dans cette excellence-là, tu bouges. Oui. Tu bouges. Tu bouges. Exactement. Donc, t'as même pas envie de venir, là, non. T'as pas un plan de vie, moi, là, au Canada, moi, là, quelque part, c'est quoi, c'est juste, je sais que je peux être ministre, ma grand-mère me l'a dit, c'est vrai. Ah, ben, j'ai vu un avion, je peux aller vivre, finalement, quand tu vas au Sénégal, tu te dis, je suis sorti un peu. Après, quand tu vas au tu dis, peut-être que mon truc est en train de venir. OK? Oui, la réalité, beaucoup de gens pensent que les gens qui réussissent grandement, ils s'asseyent, ils font des grandes choses, des actions extraordinaires, et le jour au lendemain, ça éclate au grand jour. Non. Ah ouais? Absolument pas. Ah, donc c'est pas une affaire de buzz du jour au lendemain, là. Non. C'est vrai que le succès parfois arrive du jour au lendemain, mais c'est le résultat de beaucoup d'échecs que beaucoup de gens cumulés sur des périodes et de mini-victoires. Ah, OK. La grosse victoire qu'on voit à la télévision, c'est juste le résultat de beaucoup de mini-victoires que la personne a accumulées parfois dans le noir, personne ne voyait. D'accord. C'est pas moi, son ordinateur tombé en panne un matin. Il s'en allait envoyer un courriel. Le courriel était pour envoyer à la banque, confirmer un rendez-vous important pour lui. L'ordinateur tombe en panne, il ne peut pas envoyer le courriel. Fait qu'il a son rendez-vous.
Voilà voilà un échec, par exemple. Ouais, ça a un incident. C'est en plus. Il a deux choix. Soit il se croule sur le lit en pleurant parce que voilà, rien ne va. Soit il se lève, il trouve la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? OK. Peut-être que je vais emprunter l'ordinateur de mon voisin, à qui on ne se parle pas vraiment, mais c'est pas grave. Je mets la honte de côté, je vais aller cogner à la porte. Il cogne à la porte, il prend l'ordinateur, il envoie le courrier. C'est déjà fait. OK. Il explique la situation, rendez-vous reporté. Prends l'ordinateur, aller chez le réparateur, réparer, revenir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des mini-victoires. Et la mini-victoire arrive, c'est l'ordinateur a été réparé, le rendez-vous a été reporté, peut-être finalement il reçoit la subvention ou le truc. C'est ça. Mais cette victoire-là, il n'en parlera pas nécessairement lorsque la grosse victoire arrivera un jour. C'est ça. En fait, ce que moi je comprends dans ça, à un moment donné, là, pour déclencher ton propre miracle, là, il y a quelque chose que tu dois faire. Oui. Parce que l'action nous dit, regarde, je suis mal pris, je vais aller voir le voisin, on se parle pas trop là, mais c'est pas ce qui est important pour l'instant, là. Moi, mettre mon regard de côté, on va dire bonjour, puis je vais chercher à régler mon problème là. Puis si je peux le régler là, après on verra. Et puis finalement, on va finir des bons jobs parce que finalement, ça va pas le coup. C'est ça. Okay. Même à nos élèves dans notre programme, c'est ce qu'on leur dit. Si tu veux avoir les 90% en classe, faut pas penser que il n'y a pas de miracle que tu vas faire pour avoir les 90% en classe. C'est des petites corrections, c'est des petites choses que tu fais. Et parfois, de mini petites corrections que tu fais ça fait, t'amène des résultats extraordinaires. D'ailleurs, c'est connu, on appelle ça la règle de 20-80. OK. La plupart du temps, il y a juste 20% de ce qu'on fait tous les jours qui nous amène 80% de tout ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses. Mais parmi tout ce qu'on fait, il y en a juste une petite partie qui va nous amener pratiquement. Okay. Donc, ta mission à toi, chaque jour, c'est vraiment d'aller chercher quel est ce 20% sur lequel je peux travailler. D'être constamment en train d'agir sur des petites choses, tout en sachant que l'ensemble de ces petites choses mises ensemble, il y en a parmi un petit groupe qui va produire tout le reste des résultats. Voilà pourquoi on dit souvent que parfois les grands échecs arrivent par le moment où on ne s'attend pas. Parce que la petite action que tu as faite hier soir, elle fait partie des 20% qui amènent 80% des résultats. Ouais. La grosse partie de tes résultats viennent souvent de petites choses que tu as eu à faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai gagné 2 fois des concours nationaux. J'ai été, j'étais président de l'association des étudiants camerounais au Maroc. J'ai aussi obtenu une autre bourse, pour la France. C'était, à l'époque, la fondation de constructeurs de constructeurs de véhicules électriques. Ils voulaient faire partie des leaders mondiaux pour la construction de véhicules électriques. Donc, ils ont lancé un master, ils appelaient mobilité et véhicules électriques à travers le monde. Ils ont recruté, je pense, 15 ou 16 étudiants à travers le monde et je faisais partie de ces 15-là. Donc, j'ai eu ma bourse d'études pour aller en France, en étant au Maroc. Mais, justement, comme on dit, parfois ça arrive sans qu'on s'y attend. Moi, je ne m'attendais pas à venir au Canada. Je ne me suis jamais assis, puis j'ai dit, je vais voir le Canada. Un matin, je suis là, et puis un professeur de l'université où j'étais, puisque aussi, la vérité, c'est que quand tu te bats fort, quand tu te bats pour réussir, même dans tes échecs, les gens te remarquent. Ouais, on voit que t'en veux, là. Les gens vont te remarquer, parce que moi, par exemple, quand je recrute des gens dans mon équipe, je ne cherche pas forcément quelqu'un qui a eu des grandes victoires. Je veux souvent regarder quelqu'un qui a le potentiel de réaliser de mêmes victoires. Ça veut dire que même si la personne a eu beaucoup d'échecs, mais je vois la nière, je vois l'engagement, je vois la détermination, ça se peut que je le prenne, contrairement à un autre qui a beaucoup de succès, mais je vois pas beaucoup d'efforts. Donc moi, je m'étais fait remarquer en tant qu'étudiant qui est très engagé dans des clubs d'étudiants, qui est engagé, qui est partout. Et ce professeur avait été à l'Institut national de la recherche scientifique au Canada. Il était enseignant au Maroc dans l'université, à l'école d'ingénieur où j'étais. Et un matin, il me dit, mais est-ce que ça t'intéresserait d'aller au Canada? Comme ça, au cours d'une conversation, comme de rien du tout. Ah ouais. C'était pas une affaire où il m'a convoqué dans son bureau. T'es en train de parler de Canada? Comme ça, là, de même? Absolument. C'est pas genre, il m'a pas invité dans son bureau, il m'a offert du café, puis on a fait une grosse fête pour qu'il me fasse l'annonce. Non, c'est une annonce, comme s'il disait, veux-tu boire de l'eau? Ah. Puis. Ça va, j'aime. J'étais comme, OK, Canada? Mais vous êtes sérieux, monsieur? J'ai dit, oui, je suis sérieux. Moi, j'aimerais que tu ailles au Canada. Parce qu'avant ça, il avait déjà parlé de moi à mon encadrement, à celle qui est devenue mon encadrement de doctorat au Canada ici. OK. Il a présenté mon parcours. J'ai un étudiant qui est la niaque. Je pense qu'il va aller faire du bon, là. Ouais, j'ai un étudiant qui est extraordinaire. D'ailleurs, dans la lettre, dans une des lettres que mon encadrante avait rédigée au comité de sélection de bourse de mon université où je me suis retrouvé à l'Institut national de recherche scientifique, je l'avais encore avec moi, elle avait dit, il sera
un des meilleurs élèves de doctorat qu'on n'avait jamais eu à l'INRS depuis toutes ces années. Ça t'es pas encore arrivé, là? J'étais pas encore arrivé. J'étais même pas encore. C'est la lettre qui motive. Pourquoi est-ce qu'on t'envoie là-bas? Absolument. Oui, parce que mon recrutement était quand même un peu particulier. Mon encadrant, c'est quelqu'un qui, à l'époque, ne prenait pas d'étudiants en maîtrise. OK. Elle prenait des gens qui, vraiment, sont déjà en maîtrise, qui ont déjà, parce que c'est quelqu'un qui était rendu très loin dans sa carrière, donc on n'a pas beaucoup de temps de s'asseoir avec un étudiant pour faire du babysitting avec lui montrer les b.a.-ba. Donc, elle prenait des étudiants qui ont déjà fait le preuve en doctorat, et qui sont en doctorat, qui ont déjà assez avancé, donc qui ont des compétences. Mais moi, j'étais ni en médecine ni en doctorat. J'étais vraiment quelqu'un qu'on prenait juste parce que il avait le potentiel. Mais il fallait qu'elle motive vraiment pourquoi il fallait qu'on me prenne. Et puis, pourquoi il fallait qu'on me donne cette bourse. Donc, elle a fait toute cette éloge, bien sûr. L'enseignant avait parlé de moi, présenté un peu ce que je faisais. Puis, quand j'ai rencontré la dame, tout était déjà fait. C'était pas pour m'évaluer. C'était pour me montrer la procédure à suivre pour que je me retrouve au Canada. Et ça, peut-on dire que c'est un miracle? Oui. C'est un miracle. Littéralement, là, moi, oui, quand même. Parce que jusqu'aujourd'hui, même pour les Olympiades, on a fait de mathématiques, je me demande, mais moi, j'étais au village, j'étais dans un village, plein de jus, en train de chercher la prochaine bouchée de protéines. Tout à fait. Alors, comment ça se fait que je me suis fait recruter au niveau national? Jusqu'aujourd'hui, là, bon, je me suis parfois dit... T'as vu la main de Dieu? Peut-être que c'est le seul... Ah oui. Hein? Je suis croyant. T'as vu la main de Dieu, là? Absolument. Hein? Oui. C'est bien. Jusqu'aujourd'hui, pendant beaucoup d'années, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi on m'a pris? Est-ce que j'étais vraiment le meilleur étudiant de mathématiques, même de mon lycée? De mon école secondaire? Est-ce que j'étais même... Je ne me considérais pas meilleur élève d'ailleurs, je ne l'étais pas, hein. Et ça aussi, il faut le dire. On avait demandé, je pense, trois ou quatre élèves. Et je ne faisais pas partie des premiers choix. J'ai été repêché. Et encore une fois, pour je ne sais quelle raison, peut-être premièrement parce que, je me dis peut-être parce que j'étais l'élève le plus constant dans les notes, donc, OK. Parmi les plus constants dans les notes, ou peut-être aussi par la détermination, j'en sais rien. Mais, toujours est-il, je me suis retrouvé là. En tout cas, ça a bougé, ouais. Et voilà, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai lancé Moufutop. Moi, je crois beaucoup, je ne sais pas si ça peut me permettre de... Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je crois beaucoup à la force de l'inspiration d'un enfant qu'on met dans le bon environnement. Quand je vois d'où je suis parti, ce que je n'avais pas, j'étais destiné à l'échec. Échec. J'étais un enfant là. D'ailleurs, nous, jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans ces conditions dans nos pays. Ils n'ont pas beaucoup d'avenir. C'est compliqué. Ah, déjà, ce que tu vois, tu n'es pas capable de rêver plus. Ça va être un peu... Oui, ça dit, même ta capacité à rêver s'arrête. Parce que tu dis, mais... Parce qu'on te dit que, voilà, pour arriver à... Pour être un ingénieur, il faut que tu payes le concours pour les écoles d'ingénieurs. Qui me le payait? Je me disais, mais qui allait me payer ça? J'allais prendre ça où? J'ai du mal à manger, j'ai du mal à me vêtir, je marchais pieds nus, hein. Maintenant, trouver. Est-ce que c'est en n'ayant pas ça que je vais avoir... Mais je crois beaucoup à la force du fait que tu prends ton enfant, tu l'encadres bien, tu l'inspires bien, tu l'accompagnes bien, il va arriver au sommet. Parce que tout ça, c'est de bâtir en lui des croyances, de bâtir en lui des aptitudes, de bâtir en lui des compétences, la capacité à bien lire, la capacité à bien réviser, la capacité à bien s'organiser, la compétence de savoir prioriser ce qui est important. Mes camarades veulent aller regarder un match, mes camarades veulent aller faire des trucs, mes camarades sont tous sur TikTok. Mais moi, là, ce soir, là, TikTok, là, je mets ça de côté, il faut que j'étudie. Quand tu amènes ton enfant à être comme ça, responsable, autonome, tu vas faire un champion. Et je le répète, il ne faut pas croire que pour que votre enfant arrive au sommet, il faudra quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Non, il faut juste l'entraîner à chercher des petites victoires un peu, chaque jour. Si ce n'est pas son succès, lui, personnellement, qui l'amène au sommet, quelqu'un va lui prendre la main. Parce qu'il voit ce qu'il est. C'est ça. C'est-à-dire qu'il peut apprécier de façon tangible l'impact que ses actions ont dans son quotidien. Définitivement. D'ailleurs, on le voit avec les élèves de notre programme. Ils changent de langage, ils changent de façon d'être, ils changent de façon de parler. C'est qu'il y a toute une transformation qui se fait, là. Absolument.
Donc, on a compris que, si tu permets, du Maroc, finalement, même depuis le Cameroun, t'as commencé à rêver, t'as commencé à mettre du paquet dedans, puis finalement, chaque fois que tu fais un mouvement, c'est parce que tu étais excellent, c'est parce que tu étais parmi les champions. Oui, c'est quand même. Ah, absolument. Ça fait du sens. Je commence à comprendre d'où vient Move to Top. OK? Donc, alors, tu as cette rage-là, cette combativité, cette opiniâtreté de champion. En fait, c'est un mental de champion qui est né, en fait. Oui. OK? Je l'ai toujours. Voilà. Et donc, ce que tu fais maintenant, c'est de déployer chaque fois. Et même quand ça va pas, parce que tu dis, oui, je suis champion, mais deux fois, je me trouve en bas. Bien sûr. Mais là, on continue de disséquer. Oui. Démanteler, puis prendre élément par élément, puis vers la fin, je finis toujours par remonter encore. Et je me retrouve encore dans les champions. Définitivement. Ouais. Même après mon doctorat, j'ai vécu, ça a été compliqué. Je n'entrais pas dans ma vie privée nécessairement, cette étape de mon parcours. Des choses que je vais garder pour le moment, j'en parlerai après. Mais, j'ai vécu des choses horribles. Okay. Doctorat, parce que quand je prends la décision de continuer le Move Top, d'ailleurs, je fais du coup quand même aussi, quelque chose que si c'est à recommencer, je ne suis pas sûr que je ferais ça de cette manière-là. D'accord, mais là, on n'a pas compris. On sait que tu es arrivé, tu as été recommandé pratiquement pour faire un doctorat. Ouais. C'est comme tu t'attendais pas, c'est comme, what? J'ai jamais fait un plan pour ça. Mais t'es arrivé quand même. Tout, ça dit, c'est comme, t'es arrivé sur la glissée, tu arrives maintenant. Tu es en plein doctorat. Donc, alors, tu fais le doctorat, là. Oui, alors justement, ok, parlons du doctorat. Alors, j'arrive à doctorat ici. J'arrive d'abord pour un programme de maîtrise en 2011. Maîtrise, d'accord. Oui. Et je suis performant, j'ai des très bonnes notes. J'arrive aussi là, encore les mêmes difficultés, hein. Parce que moi, c'est justement, chaque fois, je suis parmi les meilleurs, je grimpe l'étape d'après, mais quand j'arrive, parfois là-bas est tellement haute que je tombe complètement, il faut tout recommencer. Donc j'arrive aussi ici, même au niveau des cours, c'était difficile. Moi, l'anglais, par exemple, mon doctorat, je l'ai terminé en anglais entièrement, mais ça a été compliqué parce que la seule maîtrise d'anglais que j'avais, c'était l'anglais que j'ai appris au secondaire. Donc, j'étais pas si bon que ça en anglais. Il fallait remonter la pente. Il fallait beaucoup m'entraîner, beaucoup lire en anglais, beaucoup, tout ça. Donc, la maîtrise s'est bien passée. J'ai fait ce qu'on appelle passage direct. Donc, je n'ai pas fait de soutenance de maîtrise. J'ai fait un passage direct. Ça, c'est vraiment réservé pour les étudiants qui ont des très, très bonnes notes. Oh! Dans les matières aussi, oui, justement. Donc, tu t'es fait débarquer encore là. Absolument. À l'Institut national, à l'INRS. Puis, je passe un doctorat en 2013. Passage direct, donc, je quitte la maîtrise au doctorat directement, sans faire de soutenance, sans perte de temps parce que le passage direct, c'est un peu comme pour que l'élève évite d'aller faire des stages, préparer une thèse, parce que pour eux, c'est comme une perte de temps. Ils partent directement. Ils continuent leur activité de recherche. Ah ouais, alors là, les claques ont commencé. De Belgique. Moi, pendant 2 ans, je soumettais mes articles scientifiques rejetés. Soumettais mes articles parce que pour terminer un doctorat, surtout au Canada, dans le domaine où j'ai été, il faut avoir fait des publications. Il faut avoir fait des travaux de recherche, il faut avoir eu des résultats, faut les publier, faut les envoyer dans les journaux. Ouais, faut que tu aies de l'activité, là, dans le domaine pour montrer que t'es... Mais moi, malheureusement, ça marchait pas. Parce que, justement, ça rejoint l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mon encadrant, il prenait des gens qui avaient un certain niveau, qui avaient déjà fait le preuve en doctorat. Moi, on m'a pas pris sur la base du fait que j'avais déjà prouvé que je pouvais faire un doctorat. Non. On m'a pris sur la base du fait que j'avais prouvé que peu importe où on me met, je peux réussir. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils ont vu ça. Mais ça a été dur. Et pendant donc ça, est-ce qu'on peut dire ça a joué contre toi, finalement? Pardon? Est-ce que ça a joué contre toi? Ça, je contre moi un peu au début. OK. Parce que c'est pas le même esprit dans lequel on t'a fait intégrer le programme qui a prévalu par après, parce que c'est pas la même personne, c'est pas la même dynamique. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Non, disons que je méritais. Oui. C'est pas à ton niveau, mais c'est un système. Oui. En fait, parce que les étudiants à l'université sont différents. Il y en a qui prennent des étudiants, dans mon cas, qui sont même moins que mon cas. Ils les mettent en maîtrise professionnelle, par exemple, et puis ils font 2-3 trucs, pas très compliqués, puis ils vont se donner leur maîtrise. Ou qui prennent des étudiants, dans mon cas, à l'époque, ils vont vraiment avoir le temps de les encadrer, ou ils vont avoir une équipe où il y a un sous-encadrant qui travaille avec l'élève, et des élèves aussi qui peut-être déjà maîtrisent l'anglais, ou un élève qui vient peut-être d'une université où on faisait déjà des travaux de recherche. Donc, il est déjà habitué un peu. Parce que moi, ma difficulté en moi, c'était que je n'étais pas habitué à être dans des environnements où on fait de la recherche et où on sort des résultats. Il fallait que j'apprenne ça assez rapidement, que je m'adapte rapidement et que je me débrouille.
un peu, parce que mon encadrement était aussi très occupé, parfois. Donc, je me suis battu beaucoup. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, je me suis activement débattu. Tu mets à fond dedans, quoi. Absolument. Et puis bon, justement, mon encadrant a fait venir on appelle ça des post-doctorats. Donc, quelqu'un qui a fait un doctorat, puis qui en voie de devenir peut-être professeur. Il m'a pris sous son aile. Et puis, on a travaillé ensemble, et ça a débloqué chez moi énormément de choses. Donc, ça m'a vraiment ouvert la voie sur comment est-ce qu'on mène le travail de recherche, comment est-ce qu'on fait la lecture, qu'est-ce qu'on cible, comment est-ce qu'on amène le sujet, comment est-ce qu'on présente le sujet, comment est-ce qu'on présente les résultats, parce que parfois, tu as des très bons résultats, mais tu le présentes d'une manière que ça ne colle pas vraiment. Mon niveau d'anglais ne m'aidait pas aussi, donc voilà, c'est comme ça que mon doctorat s'est débloqué. Donc, en 2015, j'ai obtenu la première publication acceptée dans une conférence, et voilà, le reste était facile, quoi. Ça a débloqué, puis j'ai commencé à faire des publications, des grandes publications dans des très, très grands journaux, qui m'ont amené vraiment très, très loin, parce que je termine mon doctorat en 2018 avec mention excellente. En ayant commencé très mal. Ouais. Très, très mal, encore une fois. Ça, c'est l'esprit des champions, ça. Tu peux être mal pris à un moment donné. C'est pas ce qui est important. C'est comment tu vas t'arranger pour rénover la pente. Absolument. D'accord. Donc, on a compris finalement. Et après ton doctorat, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, mon doctorat, je termine mon doctorat en 2018. Là encore, je suis au sommet de ma carrière. C'est-à-dire que je venais de donner des conférences en Angleterre, aux États-Unis. Je venais d'accomplir des trucs extraordinaires. Donc, doctorat de mention excellent. J'avais des offres d'emploi. Je me suis fait offrir des offres d'emploi, des offres dans des universités aussi, en Angleterre, en Arabie Saoudite, même en Chine, d'autres pays. Et moi, mon top, les jeunes, encadrer les jeunes, c'était un appel auquel je ne pouvais pas résister. C'est une cause à laquelle je ne pouvais pas résister. Donc, et aussi... Bon, ben, si tu permets, tu es docteur, move to top, ça vient d'où? C'est ça, là. Je viens de finir, là, tu es docteur, tu es au sommet, tu fais des conférences aux États-Unis, en Angleterre, partout, là, t'es à fond dedans. Mais, justement, move to top, ça part d'où? Voilà, alors, Move Top, c'est une compagnie, au départ, c'était un petit blog que j'ai lancé en 2015, pour juste partager, avec les élèves, les étudiants. Les topos que tu as utilisés. Exactement. Dans ton mindset de champion. Exactement. Ouais. Voici comment étudier, voici comment faire pour vous sortir des situations difficiles en classe. C'était ça le but. Ça a rapidement connu du succès. De 2015 à 2017, on a sorti notre premier programme en ligne. Donc, quand tu dis on, tu parles de qui? L'équipe. Ok, d'accord. Donc, mais t'as créé Move to Top. C'est vrai qu'on en a parlé comme ça après le doctorat. Le gars a fait le tour du monde. Et puis, à quel moment tu dis, bon, je vais créer Move to Top? C'est-à-dire, ce déclic là, à quel moment, là? D'accord. En 2015, 2014-2015, je rassemblais un groupe d'amis, de personnes, et on réfléchit sur le fait que, bon, les amis, regardez où on est arrivé aujourd'hui dans le parcours. On n'est pas déjà extraordinaire, forcément par rapport aux autres. Ça dit, si je comprends, pendant que les autres voient, ah, mais le gars, il a réussi, mais toi, c'est comme, mais quoi, j'ai étudié, j'ai rien fait d'extraordinaire, tu vois? Oui. Mais les autres, moi, c'est que tu es champion parce que là où tu es arrivé, c'est compliqué pour arriver là-bas. Tout à fait. Ça, okay. Il y a une situation qui dit, je pense que c'est Will Rose qui l'a dit, sauf si je me trompe. Will Rose a dit, le succès, ce n'est pas là où, le succès ne se mesure pas à là où tu es arrivé. Pardon, faut dire ça à quelqu'un, s'il te plaît. Le succès ne se mesure pas à là où tu es arrivé. Elle se mesure au nombre de personnes que tu as entraînées avec toi. Ok. Ton succès là, ce n'est pas le sommet que tu as atteint. Ouais. C'est combien tu as atteint le sommet, tu es seul. Mais si tu as pu drainer du monde, ta capacité à avoir de changements dans la vie de ces personnes, c'est comme ça que tu peux apprécier ton succès. Voilà. Ah ben là, il faut qu'on apprenne à redéfinir le succès, là. Voilà ce qui a fait que j'ai dit, ok, c'est bien bon, les offres d'emploi à l'étranger, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que j'apporte concrètement? Je vais mettre l'accent sur l'éducation. Je vais consacrer le reste de ma vie. Quitte à peu importe ce que je vais faire en parallèle, là. Mais je vais consacrer le reste de mon temps à la cause des jeunes. Non, mais voilà. Donc, on voit que, bon, le monsieur, au départ, c'était un peu bizarre pour lui. Il a commencé à rêver parce que sa grand-mère lui a dit, mon petit, c'est possible. Puis lui, il se donne la possibilité de ça. Je suis sûr que tu as dû piloter des avions en rêve. C'est ça. Là, tu crois. Non, mais c'est la vérité. Effectivement. Plus tu crois. Et donc, que tu t'es vu dans un coin, tu sais, que tu sais pas c'est quoi, puis c'est plus tard peut-être que tu as vu, c'est la vérité, là. Faut rêver, là. Puis, de ce rêve, là, finalement,
ben, tu as compris que chaque petite pierre contribue. C'est vrai. Puis ce qui est bien, c'est que tu vois que ça se matérialise. Quand tu mets les efforts, tu vois le résultat. Donc, du coup, tu peux plus douter. Parce que je vois que dans la deuxième partie, là, pour parler des jeunes et leur doute, comment est-ce que les jeunes aujourd'hui arrivent à abandonner? Mais écoute, là, si tu fais des choses que tu vois le résultat, oui, ça t'encourage à essayer encore. Et puis, plus tu essaies, plus ça marche, mais plus ça développe cette confiance en toi. Effectivement. OK? Voilà. Donc, tu as subi ça, puis finalement, sans t'en rendre compte, en fait, tu étais en train de bâtir la recette pour devenir champion. Tout à fait. Fait que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est cette recette que tu as appliquée pour toi-même, parce que tu as connu des bas, tu allais, tu as tapé le sommet, tu as connu des bas, tu es remonté, tu te dis, mais donc, ça marche mon affaire. M'en fait des recettes, là. Oui. Et c'est cette recette-là aujourd'hui que tu dis, regarde, je suis docteur, j'ai fait des confs à gauche, à droite, mais regarde, peu importe là ce que je vais faire, parce que ça, après, il faut qu'on mette le pied sur la table. Mais Move to Top, là, je vais le créer parce que l'expérience que j'ai vécue, que je l'ai appliquée à ma propre vie, je peux permettre à d'autres personnes de profiter. Puis finalement, j'ai fini par découvrir que, ben, finalement, la réussite, mais c'est quand on amène d'autres personnes à la réussite qu'on se sent bien dans son corps, qu'on a ce sentiment d'avoir fait quelque chose de tangible, de palpable et de concret. Oui. Donc, c'est qui amène aujourd'hui Move to Top en tant que tel. Tout à fait. Donc, je me battre pour les autres. Bravo. Et entre 2017 et 2018, ça faisait 1 an qu'on avait lancé le programme, on avait eu certain nombre d'élèves, puis on voyait l'engouement aussi. Donc, même au niveau business, je me suis dit, OK, je tiens quelque chose. Donc, je vais avancer avec. Bien sûr, qui dit business dit, quand tu veux passer de certaines étapes, ça peut être plus compliqué que d'autres. Ouais. Alors, c'est ça, les difficultés se sont présentées, beaucoup, énormément. Et aujourd'hui, voilà, cette histoire pour moi, c'est quelque chose qui m'a bâti, qui a bâti la suite de qui je suis devenu encore une fois. Et on est sur une pente très croissante en ce moment. Bon, maintenant qu'on a compris Move to Top, vends-nous Move to Top en 2 minutes, là. Ah ben, tu sais, regarde, t'es un champion. Fait que moi, je veux que mes enfants, là, tu sais, un moment donné, parce que ce monde aujourd'hui, là, c'est pas fait pour les, tu sais, faut être un killer, là, faut être une personne capable de s'élémenter à tout bout de champ, là, faut pouvoir, je sais pas, ça dit, il faut aller chercher des ressources parce que tu vois, tout est un peu volatile en même temps, tu sais. Donc, donner à quelqu'un cette capacité de pouvoir se remettre en cause, réévaluer, et se donner la chance de grimper quand il le faut, ben, ça vaut le coup, là. Tout à fait. Vraiment, Move to Top en 2 minutes. OK. Là, je m'adresse aux parents. Si vous êtes un parent, en tant que parent, on a des grands rêves pour nos enfants. On a des... Au passage, la plupart des parents qui viennent à l'immigration, on a dit non, on est venu pour les enfants, là. Ah. Donc, si c'est votre cas, tu sais, bon, la plupart, là, on a dit qu'on est venu pour les enfants, ben, ça va être l'occasion pour vous, finalement, hein. Il y a des gens qui ont fait des preuves, d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis de voir quelle est votre implication dans le projet de vie que vous aviez au départ. Là, on va quitter, là. Docteur, on t'écoute. Donc, justement, et c'est encore plus difficile pour les parents immigrants parce qu'ils arrivent ici avec des systèmes qu'ils ont hérités de leurs parents, de leurs grands-parents, de la culture du pays, qui est très différent de la culture de comment est-ce qu'on étudie les enfants ici. Ils arrivent ici, ils ont leur carrière à bâtir, ils ont leurs choses à faire, leur propre vie à gérer. Il faut qu'ils gèrent les enfants, il faut qu'ils gèrent les défis avec les enfants. Et universellement parlant, en tant que parents, on a des grands rêves pour nos enfants. On veut qu'ils accomplissent des exploits. On veut les amener au sommet, des tas de choses. On veut qu'ils soient heureux. Donc, pour ça, on mène un certain nombre d'actions. Par exemple, y compris d'aller en immigration, d'immigrer dans un autre pays, de voyager, de se sacrifier, de faire des sacrifices pour nos enfants. On se donne à fin pour eux. On les inscrit dans des activités, on paye le matériel scolaire, on se tue tous les soirs pour les devoirs. Parce qu'on veut qu'ils réussissent. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'on a beau s'impliquer pour nos enfants. À un moment donné, cet enfant lui-même doit pouvoir faire quelque chose pour que ça marche. Il faut qu'il y ait une partie de reste du chemin soit menée par l'enfant. Par exemple, pour qu'il y ait cette feuille sur laquelle on a mis 90% en maths, il faut que quelqu'un se soit assis quelque part, qu'il l'ait étudié. Cette matière. Il faut que quelqu'un se soit assis quelque part, qu'il soit motivé. Il faut que quelqu'un se soit assis quelque part, qu'il se soit éloigné des médias sociaux, qu'il se soit concentré sur son travail. C'est qui cette personne? C'est l'enfant. C'est pas vous. Vous allez mettre votre téléphone de côté, mais c'est pas son téléphone, c'est votre téléphone. Vous allez vous motiver, travailler, penser l'avenir, mais c'est pas lui qui pense, c'est elle. Donc, il y a une partie qui nous revient et pour ça, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que ça coince. Ça coince au niveau de, on n'arrive pas à transmettre à l'enfant notre passion. On n'arrive pas à transmettre à l'enfant ce qu'on veut qu'il réalise. Et ça crée des chocs. Des conflits même entre les parents et les enfants, des déceptions.
J'ai vu des parents dire carrément, moi, j'ai envie de retourner dans mon pays parce que je ne sais pas ce que je fais ici. J'ai échoué en tant que parent. J'ai amené mes enfants ici pour qu'ils réussissent, mais c'était un échec total. Je retourne dans mon pays. Donc, il y a ce défi. Et beaucoup de parents culpabilisent. Beaucoup disent, si j'avais laissé mes enfants au pays, si j'étais resté au pays avec mes enfants, j'aurais eu un environnement où je peux les éduquer différemment. Je peux, ma méthode à moi d'éducation d'avant, là, ça marchait. Mais ici, je peux rien faire. Ou, je les ai amenés ici, l'enfant vit le racisme à l'école, les choses comme ça, l'enfant vit des difficultés, la discrimination, il vit l'environnement, le changement d'environnement, lui pèse. C'est ma faute à moi. C'est ma faute s'il ne peut pas l'amener à étudier. C'est ma faute s'il ne peut pas l'amener à travailler. Et moi, j'ai un message pour vous les parents par rapport à ça. Non. C'est pas votre faute. La faute, c'est le système dont vous avez hérité. La faute, c'est le système d'éducation que vous avez eu, par exemple, dans notre pays où on a une manière de faire, quand l'enfant n'écoute pas, on prend la chicotte, on fouette, on tabasse, et il va obéir. Tu le fais ici, c'est la DPJ, donc ça fonctionne pas. Dans nos sociétés, ça encore, les sciences démontrent que l'éducation par la chicotte, l'éducation par ses limites. Il y a beaucoup de limites, ça laisse beaucoup de dégâts chez l'enfant, mais ici, en tout cas, on est pogné avec, on est pris avec. Et donc, c'est quoi la solution? La solution, parfois, là, c'est ce que nous, on fait tout le temps. Ce n'est pas votre faute si vous ne savez pas quoi faire. Le système ne vous a pas aidé. Le système aussi ici n'aide pas souvent. Même les parents qui sont nés ici, ils n'ont pas forcément les solutions par rapport au système. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment amener l'enfant à étudier. Ils ne savent pas comment motiver l'enfant. On ne peut pas demander à un médecin d'être pilote d'avion. Vous êtes parent. Vous n'êtes pas nécessairement le coach de votre enfant. Vous avez hérité de méthodes éducatives dont vous n'êtes pas responsable forcément. Donc, la remise en question s'impose. Dans cette remise en question, on encourage beaucoup les parents à venir, par exemple, nous voir. Venez nous voir. Présentez-nous votre situation. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est l'enfant qui n'écoute pas? Est-ce que c'est l'enfant qui tape sur ses frères et sœurs? Est-ce que c'est l'enfant qui manque de respect? C'est l'enfant qui est tout le temps sur son téléphone? Les médias sociaux? Il est tout le temps dans les jeux? Et ensemble, on regarde les problèmes et en deuxième plan, on vous met les mots sur les douleurs. On vous dit, OK, ça s'appelle procrastination. Ça s'appelle telle chose. On donne vous un plan de travail. On vous dit, OK, la semaine prochaine, on fait telle chose. La semaine d'après, on fait telle chose. Vous allez remplir telle fiche. Vous allez cocher telle case. L'enfant va faire telle chose. Il va regarder telle vidéo. On le fait sur la plateforme. Il se connecte. On a un coach qui va le rencontrer une fois par semaine. Un coach qui est comme un grand frère, une grande sœur. C'est comme si on vous donnait un grand frère, une grande sœur dans votre famille qui va venir et qui va vous écouter. Au moins une oreille de plus qui vous écoute, qui vous entend, qui ne vous juge pas, qui vous accompagne. Et ensemble, on regarde, c'est quoi les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? On lui donne des vidéos à regarder, par exemple, des activités à faire, de l'accompagnement, du coaching, des réunions, des rencontres. Et c'est comme ça qu'on fait naître en lui le goût d'apprendre, le goût du succès. Chemin faisant, on vous montre aussi à vous comment est-ce que tu peux parler à ton enfant pour qu'il t'écoute. Je donne un exemple simple. Est-ce que vous savez que si votre enfant joue à des jeux vidéo, beaucoup de parents se mettent à distance, crient le nom et ils lui demandent de venir étudier. Ça marche pas. Solution simple. Elle n'est même pas connectée dans le monde, là. Voilà. Tu t'approches de lui, tu mets la main sur son épaule, par exemple. Tu lui demandes même qu'est-ce qu'il est en train de jouer, qu'est-ce qu'il regarde. Vous en parlez un peu. Et tu mets en place un système de transition. Tu dis, OK, dans 15 minutes, on va aller travailler, OK. Il y a d'autres étapes. Et puis, c'est comme ça que, donc, tu t'approches, tu te connectes, tu fais la transition vers l'activité. Donc, au lieu de la rupture brusque. Voilà. Il y a une préparation psychologique pour la prochaine étape qui Absolument. est, OK, je termine ça, je termine ma game, puis je passe à autre chose. Tout à fait. Voici une autre étape. Voici une autre chose encore. Très simple. On a un parent qui a fait des témoignages sur une de nos vidéos qui disait ceci. Elle est allée à la piscine avec sa fille. D'habitude, elle finit la piscine ou d'autres activités, sa fille, la petite, fait des crises ou il décide par exemple de ne pas la suivre, elle va se mettre à crier, à parler, et la fille, des mécanismes qui se passent dans le cerveau de l'enfant, la situation va dégénérer. Donc, on lui a enseigné le calme parental. Donc, l'enfant fait ça, elle lui donne 2-3 petits choix, il décide même de s'en aller un petit peu avec sa grande sœur, tout en calme, l'enfant les suit. Il n'y a pas de drame. Donc, même aux parents aussi, on vous donne des petites astuces, des choses qui ne sont pas compliquées, là. C'est très simple à mettre en place. Ça change déjà votre relation avec votre enfant à la maison. Entre-temps, on travaille aussi avec l'enfant sur lui, son mindset, comment il est, comment il se comporte et tout ça. Ça l'amène à être un enfant organisé, structuré, autonome, motivé, organisé, qui travaille correctement et qui a de bons résultats
scolaire, tout en ayant une meilleure relation avec vous à la maison. Ils vont retrouver épanouis, heureux et en paix. En fait, un futur champion en préparation, Absolument. Absolument. Ben, bravo, j'apprécie sincèrement, là, c'est instructif. Mais c'est ça, hein, et ça aussi, j'ai testé un peu. Vous savez, souvent, ce sont les petites actions qui envoient des grands résultats. Mais ces petites actions doivent être faites sur une base régulière. Alors, c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, vous allez voir que des habitudes que vous avez développées pendant vos 20 dernières années, 30 dernières années, c'est pas en 2 jours qu'on les change, là. Et subitement, on dit à un enfant, ben, change ça. Pendant qu'on dit à l'enfant, hey, dépôt ton téléphone, va étudier. Nous, on est en train de jouer sur le téléphone. Ça marche pas. Et comme disait quelqu'un, les enfants n'écoutent pas. Les enfants voient ce qu'on fait. Ils observent. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit comme là pour les accompagner dans leur cheminement. Oui. Les enfants modélisent. Ouais. Modélisent. Ils voient ce qu'on fait, puis ils reproduisent. Parfait. Mais docteur, j'ai quand même une question pour toi. Docteur, du gros cash, move to top, aider les enfants à être champions. Est-ce que ça valait la peine ce move-là? Ah, ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine. On a aidé. Est-ce que tu payes pas quelque chose dedans aussi? En termes. C'est un sacrifice que tu fais, là. Oui, c'est un sacrifice. Tu serais quelque part en train de faire de l'argent à gauche, à droite, je sais pas. Oui. Il y a peut-être du gros cash à gagner quelque part, là. Oh, j'ai beaucoup perdu. Mais, les entrepreneurs, en fait, c'est ça leur vie. Allez aux États-Unis, prenez les grands entrepreneurs qui ont révolutionné le monde. Beaucoup parmi eux ont des histoires pires que ce que j'ai vécu. Il y en a qui ont dormi dans leur voiture, il y en a qui ne mangeaient plus, il y en a qui ne pouvaient pas se laver, il y en a qui dormaient sur le campus. Donc moi aussi, durant ces années où j'ai beaucoup souffert de certains choix que j'ai faits à suivre Move Top, vraiment mettre Move Top en avant, c'est-à-dire que même au niveau des choix de boulot, je ne choisissais que ce qui était compatible avec mon entreprise. À tel point qu'il y a eu des moments dans ma vie où je n'avais que Move Top, en guillemets, ou des petits trucs à côté que je faisais. Pas digne d'un docteur du tout. Mais je le faisais parce que je savais que même en termes de cash, tout ça allait changer. Je savais que, ok, est-ce que mon rêve n'est pas, tu sais, le cash vient avec la réussite de la cause. Dans mon cas, moi, si j'atteins ma cause, ma vision, c'est quoi ma vision de la vie, ma vision du monde, c'est un monde dans lequel les enfants se lèvent chaque jour avec l'intérêt à vie de suivre leur plan de vie. Le rêve? Le rêve. Les rêves qu'on a réussi à mettre dans leur tête. Les rêves qui sont plus forts que les médias sociaux, les téléphones, les distractions, qui sont plus forts que les amis. Mais c'est pas forcément un enfant qui fait que travailler, là. C'est des enfants qui sont heureux et épanouis, accomplis. Et qui se lèvent chaque jour pour accomplir leurs rêves. À tel point que ce qui aujourd'hui est leur préoccupation principale, ce qui les attire le plus, les distractions, le TikTok et tout ça, devient secondaire. Comme... Ça veut pas dire qu'il abandonne. Non. Mais il est capable de décaler ça ou de reporter ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il doit faire. Il en est pleinement conscient. Et il est heureux. Okay. D'ailleurs, même un enfant qui passe son temps sur ces choses-là n'est pas toujours très heureux parce que il se fait rappeler constamment que c'est pas ça que je dois faire, puis il n'est pas fier de lui. Et dans notre programme, par exemple, lorsqu'on réussit à faire que l'enfant inverse, c'est-à-dire que lui... Ah, ça, c'est un gros cadeau déjà. Il met en avant son travail, les médias sociaux, c'est la récompense. Allez voir leurs figures, ils sont tellement heureux. Donc, moi, là, juste de voir ça, je suis très heureux. Donc, ma vision du monde, si ma vision du monde se réalisait, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes business? Ça voudrait dire que j'aurais réussi à faire passer des millions d'enfants dans mon programme. Imagine-toi, qui serais-je en termes de cash? Le peser lourd, right? Donc, même si mon désir, moi, je suis mon genre, j'ai des amis businessmen, même en business, ce n'est pas le cash qui doit être la motivation, c'est la cause. Ouais. Parce que si... Le cash n'est que, comment je peux dire, ça dit, c'est une matérialisation voilà, de la réussite de la cause. C'est ça, exact. Dans mon cas, si ma cause à moi se réalise, si demain matin, j'ai dans mon programme des centaines de milliers d'enfants, forcément, je serai un entrepreneur multimillionnaire. Si demain ça arrive au million, je serai forcément un milliardaire, c'est clair. Donc, même si c'est le cash qui m'intéressait, j'aurais intérêt à me battre pour la cause. Pas de regarder le cash. Ouais. Non seulement la cause qui apporte une solution concrète. Ça aussi. C'est permanent. Justement. Pour d'autres personnes. Justement.
Et naturellement, ça va se matérialiser. Non, tomber. Dans le cas aussi, on n'en parle pas. Lorsqu'on meurt, on va pas avec, hein. Lorsqu'on meurt, ce qui reste, c'est la transformation qu'on a réalisée chez ces enfants. Moi, c'est ça que je regarde. Quand je passe, moi, j'ai beaucoup de familles qui m'appellent, qui me remercient. Hier, par exemple, hier soir, j'ai parlé avec un jeune, qui s'appelle Daryl. C'est ça. Et il m'a raconté comment il roule en Mercedes aujourd'hui. Il s'est lancé une compagnie dans l'événementiel. Il m'a invité justement à son prochain événement. Parce que c'est un enfant qui est dans mon programme. Daryl, il me rappelait hier. Il me disait, je suis très heureux d'avoir eu une inspiration comme toi. Et Daryl, d'ailleurs, fait partie des premiers élèves de notre programme à l'époque. Ça, c'est vraiment les premiers élèves qu'on a eu en 2017 quand j'ai lancé ce programme. Je l'ai encadré, je l'ai inspiré. Hier, il me l'a rappelé au téléphone. Il me disait, 2017, il y a 8 ans. Là. Voilà. Il me disait, je suis heureux parce qu'à l'époque, tu m'as vraiment impacté. Tu étais un des personnages les plus impactants de ma vie. La façon dont il me voyait travailler, rêver grand, bosser dur, m'engager, faire. Mon programme aussi, il voyait comment je travaillais. C'est ça. Le coaching. Aujourd'hui, il essaie de faire, il est en train de proposer la même chose, quoi, à des échelles très grandes. Le gars, il fait des événements à 600 personnes. Wow. Il a créé sa compagnie, il roule la Mercedes. Il me disait hier, après, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. Oui. Yeah. J'ai du mal pour mon jeune âge. Absolument. Il dit, mais, pour mon jeune âge, je regarde l'appartement dans lequel je vis, je me demande, je n'aurais jamais rêvé ça, Mais c'est ça, encore une fois, ce qu'il est possible de réaliser chez un enfant, chez qui on plante la bonne graine. Bien sûr, je ne dirais pas que le succès de Daryl, j'ai contribué d'une partie. C'est ça, mais c'est sûr que les graines que j'ai sémées en lui, comme il le disait lui aussi dans son témoignage, ça fait partie des choses qui l'ont amené à... En fait, c'est une question de préparer le terrain pour recevoir les graines. Effectivement. Que ça puisse germer. Pour résumer sur la question, je ne regrette absolument pas. Je suis heureux de toutes ces centaines de familles qu'on a aidées, ces centaines d'enfants qui témoignent, qui sont heureux de ce qu'on a fait chez eux, et des milliers et des millions d'autres, des dizaines de millions d'autres qu'on va aider dans les prochaines années. Voilà, et pour moi, ça, c'est une réalisation qui n'a absolument pas d'équivalent en termes de fierté que je peux avoir. C'est ça. Il y a rien qui peut me rendre plus fier que ça. C'est ça. Bravo, docteur. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris, hein, vous savez, ce que tu vis aujourd'hui, c'est certes aujourd'hui, mais ce que tu vas vivre demain, entre aujourd'hui et demain, il n'y a pas de lien. Tu peux créer cela, c'est possible pour toi. Et ça commence par le rêve, tout comme docteur a rêvé. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, dit, moi, j'ai rêvé, je sais ce que ça va apporter. Mais je vais donner la possibilité à nos jeunes également d'oser rêver parce que c'est possible pour eux. Voilà l'exemple d'Harry qui prend, qui aujourd'hui, jeune enfant encore, on va dire, qui est encore au biberon, mais qui est en train de faire des exploits, monter une business parce qu'il a eu le projet d'avoir les bonnes idées, la bonne mentalité dès le départ. Donc aujourd'hui, nos enfants ont cette chance-là de pouvoir avoir des bonnes graines sémées parce que l'enfant, là, c'est ce qu'il va voir. C'est comment il va se projeter. Ça va avoir un impact sur sa vie, là. Si nos enfants peuvent rêver parce qu'ils voient des modèles, s'ils peuvent rêver parce que c'est possible pour eux, je pense que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est dans quelques années qu'on va le retomber. Définitivement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vous avez compris ce que ça représente également pour vous. Ça va être une question pour vous de prendre sur votre cheval de bataille, de jouer votre rôle. Mais il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider. J'avais là son programme Move to Top. Mais de prendre conscience qu'on a un rôle à jouer. Tu sais, de savoir que, il faut qu'on joue notre rôle. C'est déjà quelque chose. Et puis, on a compris avec le plan de Gervais. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire on fait le changement. On commence on fait le diagnostic. On commence étape par étape. Chaque petite action compte dans la balance. Voilà. Écoute, docteur, moi, ça me fait énormément plaisir. Et aujourd'hui, je comprends vraiment beaucoup de choses de pourquoi le Move to Top, de pourquoi est-ce que tu sacres presque ta job de docteur en télécom dans des grands instituts qui a fait des conférences à travers le monde qui dit non, je m'engage parce que je suis déjà passé par là. Je veux donner au prochain. Pour moi, ça, c'est un don de soi. Hein, c'est plus que prier, là. C'est ça. Parce que tu veux changer des milliers de vies. Je veux gagner de l'argent, mais quand je vais gagner de l'argent, c'est parce que derrière moi, il y a des milliers de vies qui sont changées. Et ça, on me disait, quelque chose que j'ai appris pendant dans mon développement personnel à l'école, dans la carrière professionnelle. Tu peux pas chercher à être le chef d'équipe, département, si derrière toi, il y a personne. Oh. C'est un château de cartes, ça va t'écrouler. Or, quand tu montes au sommet, quand en dessous de toi, tout cela, on gravit avec toi, tu les as permis de grandir. Mais là, c'était un noyau solide, là. Ouais. C'est ça. Merci pour tout. Merci. Docteur. Merci. Voilà, merci encore. Et c'est quoi les grands projets? C'est-à-dire, à part Move to Top, quels sont les grands projets que tu as dans les 5 années à venir?
Dans les 5 années à venir, je vais être essentiellement sur MoveTop. Donc, j'ai une compagnie que j'ai lancée en côté. Je n'en parlerai pas ici. C'est pas l'objet. Mais j'ai dû lancer une deuxième compagnie pour financer MoveTop. Pour vraiment, les revenus qui viennent de cette compagnie-là vont beaucoup dans MoveTop pour éviter, par exemple, moi, je n'avais pas envie d'aller faire des gros prêts en banque. Je me suis fait offrir des prêts, ainsi de suite, mais je ne trouvais pas ça pertinent dans ce moment-là parce que tu prends un prêt, il faut que tu rembourses. Donc, ouais, il y a la pression dessus, ouais. Il y a la pression que tu te mets du remboursement, donc tu mets la pression sur les ventes. Il faut pas forcément vendre beaucoup, mais peut-être que tu veux d'abord prendre le temps, tu es plus au niveau de développement informatique et tout ça. C'est ça. Donc, dans les 5 prochaines années, on veut vraiment le porter à un niveau, on veut le scale à des niveaux où on peut supporter vraiment des dizaines de milliers d'élèves. Ça, c'est vraiment l'ambition. Et pour ça, on a beaucoup de projets en interne actuellement qu'on est en train de développer en informatique. Déjà, au niveau du coaching, on a déployé des outils, qui vont être déployés bientôt on a commencé déjà avec nos parents, des outils d'analyse très avancés. C'est ça. Donc, par exemple, venir dans les séances de coaching avec les enfants, les élèves, ils vont se promener un peu sur la plateforme aussi, analyser les actions que les enfants mènent sur notre plateforme, les vidéos qu'ils regardent, ce qu'ils font, et fournir des insights, fournir des outils vraiment aux parents, des outils d'aide à la décision aux parents même à la maison, bien sûr avec nous, et aussi même à nous-mêmes pour mieux aider les enfants, pour mieux comprendre précisément quel est leur problème. Parce que l'enjeu est, dans les 5 prochaines années justement, on va beaucoup travailler sur la compréhension profonde des problèmes des enfants. Ils sont très nombreux. On va mieux les aider. Absolument. Par exemple, il y a un gros travail de recherche scientifique, je dirais, mais bien sûr, il n'y aura pas de publication scientifique là-dessus, mais on a mené un gros travail récemment qui nous a amené à réaliser qu'en réalité, un enfant que tu prends là, dans une maison qui a ses problèmes, ses défis et tout, il y a des milliers de types de problèmes auxquels cet enfant peut avoir à faire face. Prenons seulement la routine. Il y a des enfants qui ont plus de mal avec la routine du matin que la routine du soir. Il y a des enfants qui, même dans la routine du matin, il y a des actions pour qui ça va mieux que des actions pour qui ça va pas bien. Mais tout comme les adultes aussi, hein, ça c'est le daily struggle. Il y a des enfants que tu le prends à la nuit, c'est pour ça, dedans, là, c'est parfait, tout le temps. Mais, porter ces chaussures, là, s'habiller, sortir de la maison, c'est un défi. Il y a des enfants que tu arrives à l'école, la séparation avec le parent est compliquée. Donc, il y a des milliers de types de problèmes que le parent peut venir te formuler en disant, mon enfant souffre de ça, mon enfant souffre de ça. Donc, le défi, c'est d'aller créer des packages, créer des solutions qui nous permettent, nous, en tant qu'organisation, de répondre à ces problématiques. De façon spécifique. De façon spécifique et ciblée. Pour que les enfants aient des résultats assez rapidement, les parents dans les maisons, et que ça fonctionne. Et ça, c'est un gros travail de recherche avec beaucoup d'outils, beaucoup de développement informatique. D'ailleurs, et c'est ça aussi, c'est que dans les moments où je touchais le fond, gens qui se posaient des questions, mais comment est-ce qu'il fait télécom puis va faire éducation? Aujourd'hui, justement, j'utilise mes compétences en doctorat, on utilise beaucoup de technologies. Pas forcément les télécommunications, mais parce que qui dit télécommunications dit technologie, développement informatique, créer des codes, donc ça va être un bonus pour améliorer, pour être encore plus avant-gardiste dans le développement de votre solution. Quand je parle ici des travaux de recherche qu'on a fait récemment sur pratiquement 5000 problèmes, formulations possibles que les parents peuvent avoir sur les problèmes de leurs enfants, de manière vraiment extrêmement spécifique et ciblée, ça c'est de la recherche scientifique. Mais pour faire ça, il fallait que ces compétences-là, ouais. Puisque tu fais ça, tu as des croisements à faire avec des trucs mathématiques, des trucs scientifiques que tu utilises en arrière et qui jouent un rôle majeur. Et ça, pour manipuler ces outils-là, il aurait fallu que je fasse mon doctorat. C'est ça. Ça m'a aidé justement là-dedans. Donc, beaucoup de travaux, de recherche pour rendre notre coaching plus puissant encore et la conquête vraiment du marché, aller à la conquête de chercher le donner la chance à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui addicts de beaucoup de choses, de se reconnecter avec eux-mêmes puis aller sur le chemin qui peut leur permettre de tracer véritablement leur voie. Oui. Voilà, merci beaucoup. Donc à la fin de notre échange, docteur, si tu permets, je vais te serrer la main pour te dire merci encore. Merci encore pour cet échange et puis de tout ce qu'on a appris avec toi. Merci. Voilà, pour ceux qui nous suivent, comprenez que MoveTop, c'est aussi là pour vous aider, pour aider les parents déjà, et puis finalement, leurs enfants pourront faire des champions en téléchargement. Quant à moi, ça m'a fait plaisir. Et on se revoit la prochaine. Au revoir. Merci. Okay.